Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Les Bonjour, abonnés monsieur. de votre chaîne d'actualité s'inquiétaient. Ils vous ont pas beaucoup vu ces derniers temps dans vos vidéos traitant un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est bien aimable. Pas grand-chose de très grave. Il a fallu que je subisse une petite intervention chirurgicale. J'avais, à la carotide, dont il me reste quelques traces là. J'avais le cerveau bouché aux 3/4. Voilà. Il est maintenant débouché, par conséquent, je vais pouvoir dire des choses intelligentes. Et puis, il n'y a pas eu de session parlementaire récemment. Depuis un mois et demi, oui. Or, nous nous émettons depuis le Parlement européen. Et puis, j'ai été quand même absorbé à mon niveau par la campagne présidentielle. Ah, campagne présidentielle, c'est-à-dire vous avez été d'ailleurs assez actif, je crois, malgré votre état convalescent. Oui. Vous avez fait plusieurs plateaux de télévision. Vous Je me avez suis été efforcé. déçu par le résultat de cette élection ? Oui, bien sûr, parce que nous aurions tous préféré voir Marine Le Pen élue, naturellement. Mais je crois qu'on peut toujours trouver le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. En l'occurrence, il y a quand même quelque chose de tout à fait remarquable, car moi j'ai été le directeur de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002. Or, dans le climat de guerre civile que nos adversaires ont fait régner entre les deux tours de cette campagne, Jean-Marie Le Pen avait quand même réussi à progresser. Il avait gagné à peu près 720 000 voix et à peu près 1% en pourcentage. Un point. 1 point en pourcentage. Cette fois-ci, entre les deux tours, à partir du très beau résultat qu'elle a obtenu au premier tour, 21% et demi, Marine Le Pen a progressé de 12-13 points et gagné, engrangé 4 millions de voix supplémentaires, ce qui a fixé notre potentiel électoral à 11 millions de Français, c'est-à-dire le meilleur résultat jamais enregistré par le Front National. Par conséquent, je ne crois pas qu'il y ait de quoi être défaitiste. Vous avez parlé du plafond de verre qui continuait en fait à vous, en tout cas, à vous rapprocher du plafond de verre et du coup vous faites remonter ce plafond. Oui, ça incarne de l'espérance à vos ce yeux. terme de plafond de verre est tout à fait absurde, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de plafond. Il y a une formation politique minoritaire combattue par l'ensemble du système qui ne cesse de progresser, étant entendu que dans la vie politique, les progressions, c'est souvent en dents de scie. Voilà. Et nous sommes plutôt là, en haut de la dent de scie. Et je pense qu'il faut par conséquent ne pas nous décourager et repartir courageusement à la bataille des législatives. Alors, il y a eu en interne, je vais me permettre de les appeler des polémiques ou en tout cas des effets d'annonce qui ont pu troubler. On a parlé du changement de nom du mouvement. Il y a la création par Florian Philippot, l'officialisation d'un courant, d'un mouvement s'appelant les Patriotes. Vous avez un avis là-dessus ? Oui, moi je crois que si le Front National est allié avec d'autres, et en l'occurrence avec par exemple la formation de M. Dupont-Aignan, je m'en réjouis, bien que j'ai quelques nuances ou différences. Et lui également, inversement. J'ai toujours été partisan de ce genre d'alliance. Il est évident que si jamais, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs cette fois-ci, j'espère qu'il y aura des désistements réciproques, mais si nous allions à la bataille ensemble, il faudrait évidemment un chapeau qui ne soit l'intitulé d'aucune de nos deux formations politiques et qui recouvre l'ensemble. Je ne vois pas tellement l'intérêt autrement d'abandonner le nom du Front National, qui est un nom parfaitement honorable, qui a quand même focalisé d'incroyables dévouements, des résistances à la persécution. Il y a des gens qui sont morts pour le Front National. Il y a des gens qui se sont sacrifiés financièrement, professionnellement. Par conséquent, je ne suis pas très favorable à cette question. En tout cas, je trouvais dangereux peut-être d'ouvrir ce débat au moment des élections législatives. Nous partons sous l'étiquette du Front National. Nos candidats se rattachent, puisqu'il faut se rattacher lors de la candidature au Front National, c'est très bien comme ça. Alors en ce qui concerne l'association que lance, semble-t-il, Florian Philippot, d'abord j'aurais pour principe, avant d'émettre toute critique, de m'en entretenir avec l'intéressé, pour voir exactement ce qu'il entend par là, quelles sont ses intentions. Je ne crois pas tellement qu'il soit dans notre culture politique de lancer des courants ou de les institutionnaliser. Ça me paraît assez périlleux. Chacun d'entre nous
a son parcours propre, il a ses origines, ses convictions. Nous mettons l'accent sur telle ou telle chose. Moi, c'est vrai, par exemple, que je mets peut-être davantage que d'autres l'accent sur la lutte contre la bureaucratie qui paralyse, le fiscalisme qui spolie, et aussi sur la défense des valeurs traditionnelles. Je constate d'ailleurs à cet égard qu'il est quand même assez étonnant qu'il n'y ait eu que 16% des électeurs de premier tour de M. Fillon qui se soient reportés sur la candidature de Marine Le Pen. Je pense que sans rien renier de nos convictions, il faut peut-être parler davantage à ces gens-là qui ont fait le choix d'un champion qui, le soir même de son échec, s'est dégonflé et a appelé à voter Macron. Ce Macron qu'il appelait tout au long de la campagne Emmanuel Hollande, dont il disait le plus grand mal et dont il affirmait même qu'il était à l'origine des persécutions judiciaires qu'il a subies. D'où peut-être l'intérêt d'une plateforme qui ne serait pas directement le Front National et qui serait, j'allais dire, un sas. C'est possible, tout est concevable. Mais encore une fois, il fut un temps quand même où, si vous voulez, les électeurs autrefois du RPR, par exemple, ou de l'UDF, étaient somme toute des gens assez proches de nos convictions. Ils étaient trahis par leurs dirigeants. Ils ne s'en rendaient pas compte. Les électeurs du Front National étaient des électeurs conscients qui s'étaient rendus compte qu'ils avaient été trahis par le système, par les oligarchies en place, par les élus sortants, par les gouvernements successifs, qui se faisaient élire avec leur voix et puis faisaient ensuite une toute autre politique que celle qu'ils s'étaient engagés à faire. Voilà, donc je crois qu'il faut intensifier nos efforts. Très bien. Revenons-en, si vous voulez bien, M. Gollnisch, à donc l'élection d'Emmanuel Macron et sa cérémonie d'investiture qui a eu lieu dimanche dernier. Vous étiez invité à cette cérémonie ? Moi non. Mon frère, qui est un ecclésiastique qui s'occupe très courageusement d'ailleurs des chrétiens d'Orient, était invité, oui, avec des personnalités religieuses de tous les cultes, comme il est assez naturel. Mais j'ai suivi cette cérémonie, je l'ai trouvée assez digne. Je suis un peu sur la ligne de M. Guénaud. Moi, je préférerais que le président de la République soit en habit et qu'il reçoive effectivement le grand collier de l'ordre de la Légion d'honneur. Et pas seulement sur un cadre. Et pas seulement se le fasse présenter sur un cadre en complet veston. Mais je remarque quand même que, assez habilement, je dois dire, M. Macron s'est coulé dans le moule de la tradition. Il s'est abstenu d'une familiarité excessive que l'on avait vue dans d'autres circonstances. Il s'est abstenu d'excentricité. Il a remonté les Champs-Élysées avec la garde républicaine sur un véhicule militaire. Je crois qu'il a compris en réalité que les Français sont beaucoup plus attachés aux traditions qu'on ne veut bien le dire, et ceci qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors oui, c'est vrai, j'ai vu M. Collomb, je connais très bien M. Gérard Collomb, nous avons été jeunes députés ensemble, et puis nous avons été... Moi, j'étais l'opposition de droite, lui était l'opposition de gauche, position bien timorée d'ailleurs, à Raymond Barre, dont il est devenu le successeur à la mairie de Lyon. Oui. Bon, je n'ai pas d'animosité contre M. Collomb. Il était très ému. Voilà, il a montré que c'était un grand cœur. Maintenant, je suis élu aux larmes. En cette circonstance, j'espère qu'il va quand même se durcir un peu dans l'exercice de ses nouvelles fonctions de ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est un homme qui est intelligent, mais qui, me semble-t-il, manie davantage le verbe que l'efficacité dans cette fonction de ministre de l'Intérieur, où il y aura certainement beaucoup à faire. D'accord. Et un commentaire, du coup, sur les autres membres du gouvernement qui ont été annoncés aujourd'hui ? C'est un peu sans surprise. Je remarque que c'est un gouvernement de centre-gauche. Alors, on a réussi à débaucher quelques républicains. Là aussi, c'est sans surprise. Monsieur Le Maire en particulier. Monsieur Philippe, d'ailleurs, le Premier ministre. Le Premier ministre, ce qui n'est pas rien. Et puis, il y a une surreprésentation des radicaux de gauche et du MoDem. Évidemment, on retrouve un certain nombre de socialistes. Il y a quand même un certain nombre de choses qui m'étonnent dans ce gouvernement. D'abord, je constate qu'un certain nombre de fonctions qui existaient auparavant, seraient sous la forme de secrétariat d'État, ont disparu.
par exemple, il n'y a plus de ministère de l'Industrie, ni de ministère ou de secrétariat à l'artisanat. Vous allez dire qu'il n'y a plus d'industrie. Mais c'est peut-être ce que cela veut dire. C'est peut-être que implicitement, on se résigne justement à ne plus voir dans notre économie qu'une économie de services. Et ça me paraîtrait assez grave, à moins que ce soit M. le maire qui soit chargé de coiffer tout cela. Il n'y a rien de particulier, par exemple, pour le commerce et l'artisanat, alors que l'on sait que ce sont les principaux gisements d'emploi, le commerce et l'artisanat. Encore une fois, tout ça, c'est peut-être chapeauté par M. le maire, mais enfin, c'est beaucoup. Je suis extrêmement étonné de la nomination de Mme Sylvie Goulard à la défense et même aux armées. Votre collègue du Parlement européen, elle était jusque-là une européenne convaincue, une européiste. Une européiste convaincue et très peu attachée quand même à la défence de la souveraineté française. Ce qui en matière de défense est assez ambigu. Je ne mets pas en cause son intelligence, mais j'aurais préféré à tout prendre que M. Le Drian restât dans cette fonction. Voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, c'est vrai qu'on pense quand même à la chanson de Gérard Lenormand qui raconte qu'il constitue un ministère pour les enfants. Alors, dans ce ministère pour les enfants, il y a Tintin à l'intérieur et il y a Tarzan à l'environnement. Alors, c'est peut-être avec Gérard Collomb dont vous parliez, qui a un petit peu un physique de Tintin. Tintin qui aurait pris du poids et de l'âge quand même. Et Nicolas Hulot, comparé à Tarzan. Oui, c'est un garçon extrêmement sportif et qui l'a montré dans toutes sortes d'émissions. On le voit sous l'eau, on le voit dans les airs, un peu partout. Il y avait Simplet à la culture, ça laisse augurer peu de bonnes choses. Je n'ai pas l'impression d'ailleurs que la ministre en charge de la culture mérite mais il n'y a pas de Maya l'abeille. Maya l'abeille était à l'industrie, justement, dans le ministère de... C'est normal, parce que les abeilles sont très industrieuses, comme chacun sait. Bon, là, il n'y en a pas. Écoutez, nous verrons ce que ce gouvernement fera. Hein. On ne peut pas... Je crois que même en politique, même à l'égard d'adversaires politiques, il faut savoir observer une certaine réserve. D'autant plus que ce qui nous est le plus cher, c'est l'intérêt national. On souhaiterait qu'ils réussissent. On souhaiterait qu'ils réussissent à arracher le pays à l'ornière de la décadence dans laquelle il se trouve. Il y a un certain nombre de gens compétents. Il y a des gens qui ont des compétences sur le papier, leur expérience professionnelle ou autre. Le problème, c'est encore une fois qu'ils sont dans un cadre, ils sont dans un moule qui me paraît assez peu approprié pour résoudre des problèmes aussi dramatiques que celui de la dépopulation, que celui de l'immigration massive, que celui de la progression dramatique de l'insécurité, du chômage, enfin, beaucoup d'autres maux dont souffre notre société. Bien sûr, et d'ailleurs, l'action de ce gouvernement va dépendre en grande partie des élections législatives, qui est la prochaine étape du programme électoral. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut vraiment se battre pour qu'aux législatives, nous ayons un groupe parlementaire, et un groupe parlementaire nombreux et actif, qui sera une tribune formidable pour nos idées, d'ailleurs dans un contexte politique quand même tout à fait éclaté. Et où nous sommes, alors on parle des nuances au Front National, mais enfin, nous sommes de très loin la formation politique la plus cohérente. Oui, bien sûr, nous n'avons pas tous le même parcours. Monsieur Philippot vient de chez Chevènement, d'autres viennent du gaullisme, moi je ne viens pas du gaullisme, et ainsi de suite. Mais quand même, nous savons parfaitement d'abord ce dont nous ne voulons pas, et nous savons aussi parfaitement ce que nous voulons. Alors il y en a un autre qui sait ce qu'il veut, et en tout cas qui n'arrête pas de défrayer la chronique, c'est Donald Trump. Alors là, on lui sort une affaire dont vous avez très certainement, je pense, entendu parler, qui est la divulgation d'un secret d'État. Il aurait parlé au ministre des Affaires étrangères russe et à l'ambassadeur russe à Washington d'un secret d'État. A priori, il aurait en fait révélé qu'il avait des gens infiltrés dans la direction de l'État islamique et il informait les Russes des nouveaux modes d'action terroristes probables de l'État islamique. Il a fait une erreur, Donald Trump ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est un très mauvais procès qu'on lui fait, parce que le secret d'État n'est pas opposable au chef de l'État. Le secret d'État évite évidemment la divulgation
Si un sous-lieutenant décide que quelque chose est confidentiel défense ou secret défense, mais quand ça arrive aux plus hautes autorités de l'État, elles peuvent de cette information faire l'usage qu'elles jugent utile dans l'intérêt du pays. Or, il est évident que si M. Trump a communiqué cette information à l'ambassadeur soviétique, s'agissant quand même d'un pays qui, comme nous, combat le terrorisme islamiste, par conséquent qui sont, sinon des jurés, au moins de facto, des alliés dans ce combat, eh bien, c'était pour leur être utile dans ce combat. Et il avait parfaitement le droit, en tout cas moralement, me semble-t-il, de faire de cette information l'usage qui lui semblait bon dans l'intérêt de l'État. Sinon, si les secrets sont destinés à être enfermés dans un coffre et à ne jamais être utilisés, on ne voit pas très bien quel est l'intérêt de ces informations classifiées. Ici au Parlement européen, puisque c'est tout de même le Parlement européen qui vous permet de diffuser, puisque Mme Tesson de France 2 scrute vos vidéos, regarde et cherche quand même à ce qu'on parle d'Europe. Elle veut qu'on parle d'Europe, elle a raison d'ailleurs. Elle nous reprochait de ne pas en parler assez. Votre collègue... Son reportage a eu les honneurs de M. Pujadas. Ben oui, voilà. Qui quitte d'ailleurs le journal, la présentation du journal TV du 20h de France 2. Qui quitte le journal, nous n'avons pas jeté de fatwa ni de malédiction sur M. Pujadas, mais votre collègue, nous sommes contents de nous exprimer depuis le Parlement européen et même de parler du Parlement européen sur ce qui se passe dans notre pays. Marie-Christine Arnautu, votre collègue, a organisé un colloque sur la maltraitance des enfants qui a d'ailleurs étonné, puisqu'il a notamment abordé les questions de la pédocriminalité, de la pornographie, de l'influence d'ailleurs, qui a appris même aux observateurs que nous étions l'influence de l'éducation nationale. Incroyable, les manuels d'éducation nationale à destination d'enfants en bas âge sont d'une obscénité que je trouve absolument indécente. Tout ça s'est fait avec l'aval de M. Luc Châtel, ensuite de Mme Najat Vallaud-Belkacem, etc. Je trouve que c'est extrêmement choquant. Mais l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen parlent de la question des enfants. C'est pas suffisant à vos yeux? Oui, ils ne font qu'en parler. Et ils en parlent de façon tout à fait contradictoire, puisque d'un autre côté, la société à laquelle ils concourent est une société dans laquelle ce genre de choses se produit. Mais je suis très heureux que Marie-Christine Arnautu se soit saisie du sujet, qu'on ait entendu également Monsieur Le Mennet et Madame Gabrielle Cluzel, qui a été très éloquente sur ces questions, très, très démonstrative. Oui. Votre agenda européen indiquait que vous deviez partir en Corée du Sud à la fin du mois. Oui, parce que je suis membre suppléant seulement, je suis membre de la délégation qui s'occupe des relations avec le Japon, et que comme c'est dans la même zone, et que c'est un pays aussi très intéressant et attachant, je suis membre suppléant de la délégation qui s'occupe des relations avec la Corée. Et le président de cette délégation, M. Deva, qui est un conservateur britannique d'origine singalaise ou sri-lankaise, comme on voudra, mais qui m'a en amitié et en estime apparemment, ce qui me flatte beaucoup, avait insisté pour que je vienne. Il veut faire... entamer des démarches précisément pour essayer d'apaiser la tension dans cette zone. Car la situation dans ce secteur du Pacifique, de la mer de Chine, de la mer du Japon, est extrêmement périlleuse. Il y a beaucoup de conflits qui sont latents. Et puis il y a le problème du régime nord-coréen, de ses essais de missiles balistiques, de son armement atomique. Par conséquent, je devais partir avec M. Deva. Je ne suis pas sûr que notre médiation suffirait à faire en sorte que la situation change, mais enfin on peut essayer. Mais le nouveau président coréen vient seulement d'être intronisé, par conséquent ce déplacement est remis à plus tard. Alors vous parlerez d'ailleurs lundi prochain devant le Cercle Aristote à Paris, des conflits en mer de Chine. Au restaurant François Copé à 20h. Et puis vous avez également, je crois, des déplacements... De ce Pacifique. Est-ce que c'est une mer Méditerranée, la mer Méditerranée de notre siècle, puisque s'y trouvent sur son pourtour des États considérables, des ressources immenses, mais c'est aussi un enjeu stratégique et malheureusement un enjeu politique et militaire
largement conflictuel. Je termine par une dernière question un petit peu plus particulière. Vous avez salué le choix de Marion Maréchal Le Pen, qui était une de vos collègues parlementaires, elle à l'Assemblée nationale, de prendre un petit peu de recul pour s'occuper notamment de sa famille, sa petite fille, également se lancer dans une aventure professionnelle. Vous avez trouvé ça courageux comme choix? Oui, c'est-à-dire, je souhaiterais plutôt personnellement, évidemment, qu'elle reste à l'Assemblée nationale, puisqu'elle a été une députée très active, très compétente, avec aussi beaucoup de charme et de grâce, ce qui n'enlève rien. Mais je dois dire que je comprends sa volonté de ne pas se transformer en quelque sorte en politicienne professionnelle. Et c'est vrai que c'est le problème de la vie politique, je dirais y compris et surtout quand on a des convictions. Voilà, on se présente, on est élu, on veut prouver ensuite que l'on n'a pas démérité et que vos compatriotes, vos électeurs reconnaissent vos mérites et par conséquent on se représente, on est réélu, ou alors on est battu mais on veut prendre sa revanche et le petit doigt, puis la main, puis le corps, il passe tout entier. Je trouve que c'est courageux, je crois qu'elle a 27 ans, quelque chose comme ça, de renoncer à une situation qui n'est pas du tout aussi mirobolante qu'on veut bien le dire, mais enfin qui est quand même matériellement confortable, même si elle était très astreignante, et de vouloir prouver qu'elle peut faire autre chose dans le secteur privé, se consacrer aussi à l'éducation de son enfant. C'est un choix que je respecte. J'espère qu'il n'est pas définitif. J'espère qu'elle reviendra dans la vie politique. En tout état de cause, à ma connaissance, elle ne quitte pas le Front National et je m'en réjouis. On va vous laisser pour tous les combats qui viennent et que vous continuez à mener. Allez, j'ose le dire ardemment, mais vous allez dire que je ne suis pas suffisamment objectif. Mais à bientôt. À bientôt. Au revoir, monsieur.